Si ce n'est que je vais vous répondre, oui, ce métier me manque terriblement, j'ai très envie de... Laissez-moi vous le confier, oui, cette profession me fait terriblement défaut. Je ressens un désir poignant de... À 64 ans, Mylène Farmer reste l'une des artistes les plus emblématiques de France et pourtant, paradoxalement, l'une des plus énigmatiques. Discrète. Aucune confession interminable, aucune exposition de sa famille, aucune parcelle de sa vie privée n'est jamais offerte. En pâture. Depuis plus de 40 ans, elle captive sans s'afficher, domine sans fournir d'explications et règne en silence. Au sein d'une industrie érigée sur le vacarme, elle a délibérément opté pour le mutisme, un mutisme parfaitement calculé. Comment une femme aussi adulée, des millions d'admirateurs, a-t-elle pu ériger une muraille si impénétrable autour d'elle ? Derrière cette absence de parole se dissimulent 3 fêlures, 3 décisions radicales et une vérité particulièrement déconcertante. Chez Mylène Farmer, le silence n'est pas une échappatoire, il constitue une arme. Bien avant la lumière des projecteurs, les stades comblent et les ventres corps Mylène. Farmer était une enfant taciturne. Elle a vu le jour au Québec, au Canada, dans un décor que l'on pourrait imaginer immense et accueillant, mais qu'elle décrira plus tard comme glacial, impersonnel, presque fantomatique. Son père était actif dans le domaine de la santé. La famille menait une existence en retrait. Son enfance ne fut ni malheureuse ni exceptionnelle. Elle fut avant tout imprégnée d'un sentiment permanent d'être en décalage. Puis ce fut le rapatriement en France. Pour la plupart, cela n'aurait été qu'un simple changement de résidence. Pour elle, ce fut une véritable déchirure. Elle laissait derrière elle un territoire qu'elle peinait déjà à s'approprier pour une nation qui ne la considérait pas comme l'une des siennes. L'intonation, les usages, le milieu scolaire, les regards des autres. Très jeune, elle s'est sentie une intruse en tout lieu. Ni pleinement canadienne, ni totalement française. Cette sensation de n'appartenir à aucun endroit allait s'ancrer profondément en elle. À l'école, elle se tenait à l'écart du groupe. Elle observait bien plus qu'elle ne parlait. Elle lisait énormément. Edgar Allan Poe, Baudelaire, les contes sombres et les protagonistes marginaux la fascinaient. Là où les autres enfants s'efforçaient de s'intégrer, elle se repliait sur elle-même, non par esprit de contradiction, mais par pur instinct. Le silence est devenu son bouclier, une façon d'être au monde sans se dévoiler. C'est au cours de ces années que s'est forgée sa sensibilité singulière, une mélancolie qui n'avait rien d'affecté, une peine sourde, tenace, qui est devenue un élément fondateur de son être. Des années plus tard, le public parlera d'une posture artistique, d'une noirceur savamment entretenue, d'une esthétique de la désillusion. Mais chez Mylène Farmer, cette désillusion n'est en rien une fabrication. Elle est ancienne, elle est antérieure à sa musique, elle précède même son désir de devenir une artiste. Lorsqu'elle se lance dans l'écriture, puis dans le chant, elle ne narre pas de récits abstraits. Elle métamorphose ses sensations intimes en images fortes. Le sentiment d'abandon, l'isolement, le poids du regard d'autrui, le souhait de s'effacer. Les thèmes qui irrigueront l'ensemble de son œuvre sont déjà présents, enfouis en elle depuis ses jeunes années. La scène ne les fait pas naître, elle leur procure simplement un périmètre maîtrisé pour exister. Cette jeunesse éclaire aussi un autre trait fondamental de son caractère, la défiance. Très tôt, Mylène Farmer a compris que se livrer, c'est s'exposer, que parler donne une prise, et que révéler ses faiblesses, c'est accepter, que l'on puisse s'en emparer. Alors, elle a appris à se taire, à sélectionner ce qu'elle partage, et à garder le reste pour elle, non par condescendance envers son public, mais par une nécessité viscérale. Quand elle pénètre dans le monde de la musique, elle n'est pas une jeune femme candide, fascinée par la célébrité. Elle est déjà une personne structurée, constamment sur ses gardes, et parfaitement consciente que la renommée exacerbe tout, y compris les fêlures du passé. Sa réserve n'est donc pas une tactique qui a émergé avec le succès. Elle représente une continuité, l'extension logique d'une enfance passée dans l'observation, la mise en retrait, la quête de protection. Toutefois, ce silence intime, forgé au plus jeune âge, allait bientôt se transformer. Il ne serait plus seulement un asile personnel, il deviendrait une doctrine, une règle d'or, une décision radicale qui allait définir toute sa carrière.
lorsque Mylène Farmer s'impose véritablement dans le panorama musical français au milieu des années 80. Elle n'a pas encore le statut de légende, mais elle n'est déjà plus une novice comme les autres. Très vite, une relation va tout transformer. Une rencontre cruciale, presque fondatrice, Laurent Boutonnat. Boutonnat n'est pas qu'un simple compositeur, il est un véritable créateur de monde. À une époque où l'industrie musicale privilégie les formats courts, les refrains entêtants et les figures avenantes, lui réfléchit en termes de long métrage, de récits et de symboles. Ensemble, ils ne composent pas de simples chansons, ils érigent un univers à part entière. Dès les premiers succès, une rupture évidente s'opère. Les vidéoclips de Mylène Farmer ressemblent à rien de ce qui existe. Ils sont narratifs, cinématographiques, souvent empreints de violence et parfois déstabilisants. La sexualité, la mort, la transgression, la spiritualité, l'ambiguïté morale, tous les thèmes y sont abordés, et surtout, rien n'est jamais explicité. Le public est invité à interpréter, à ressentir et à accepter de ne pas tout saisir. Cette vision artistique devient sa signature, mais elle a un coût. Pour sauvegarder la cohésion de cet univers, Mylène Farmer adhère à une règle tacite. Sa sphère intime n'en fera jamais partie. L'œuvre artistique est primordiale, le personnage public vient ensuite, mais la femme, elle, reste inaccessible. À la différence de tant d'autres. À l'inverse de nombreux artistes qui monnaient leur vie privée pour alimenter leur renommée, elle emprunte la voie opposée. Plus son univers musical s'étend, plus sa personne se contracte. Les statistiques de vente deviennent vertigineuses, ses disques s'écoulent par millions, ses tournées acquièrent une dimension de légende. Chacune de ses apparitions est méticuleusement orchestrée, mise en scène, contrôlée. Mylène Farmer ne donne jamais le sentiment de quémander l'approbation du public. Elle établit une distance et de façon assez surprenante, mise à l'écart, amplifie la fascination qu'elle inspire. À ce point de sa carrière, son mutisme n'est plus un trait de caractère. Il devient un élément fondateur, un pilier de son parcours. Pas le moindre faux pas médiatique, pas de confession impromptue, pas la moindre déclaration hors du cadre établi. Dans un univers où l'omniprésence est souvent la clé de la pérennité, elle administre la preuve du contraire. Le retrait peut s'avérer une arme de domination. Laurent Boutonnat est un acteur fondamental de ce mécanisme. Leur partenariat est fondé sur un partage des rôles d'une rigueur absolue. Lui sculpte l'image, le récit, la théâtralité. Elle incarne, donne vie et s'approprie les territoires de l'ombre. Ensemble, ils constituent une unité monolithique, un duo impénétrable, presque étanche, qui rejette toute ingérence extérieure. Nul producteur omnipotent, nulle concession éditoriale flagrante, nulle confidence destinée à rendre le projet plus accessible. Insensiblement, une citadelle se dresse, une fortification à la fois artistique et intime. Les entretiens qu'elle accorde sont d'une rareté absolue. Lorsqu'ils ont lieu, leur contenu est préparé, validé, supervisé. Les termes sont pesés avec la même rigueur que les plans de ses vidéoclips. Rien n'est laissé à l'improvisation. À ce stade, une certitude se fait jour. Si Mylène Farmer reste silencieuse, ce n'est pas par absence de propos, mais bien parce qu'elle a compris très jeune que la parole peut fragiliser davantage que le silence. Le triomphe lui octroie le luxe de dicter ses propres conditions, et elle les impose sans la moindre flexibilité. Mais derrière ce succès parfaitement maîtrisé, au-delà de cette ascension sans la moindre vague, une interrogation commence à se dessiner. Où se situe la limite entre se protéger et s'emprisonner? Et pendant combien de temps un tel édifice peut-il résister avant de se lézarder? Car un événement imprévu va bientôt transformer cette option tactique en un impératif de survie. À mesure que la notoriété de Mylène Farmer se consolide, le silence dépasse le statut de simple choix artistique. Il se transforme en une règle de vie, une autodiscipline, presque une profession de foi. Le tandem qu'elle constitue avec Laurent Boutonnat n'agit plus comme une simple alliance créative, mais bien comme une place forte. Toute information entrante est filtrée, et toute communication sortante est validée. Durant les années où la presse à scandale connaît une croissance exponentielle, où la télévision exige des confessions et où les vedettes apprennent à se mettre en scène pour exister, Mylène Farmer oppose une fin de non-recevoir.
Pas d'apparitions multiples sur les plateaux télévisés, pas de chroniques familiales, pas d'anecdotes personnelles pour susciter l'empathie du public. Cette position intrigue, irrite, par moments, mais elle dresse une barrière infranchissable. Il n'y aura aucune concession. Une telle attitude génère une forme d'isolement totalement assumé. On ne lui connaît aucune amitié notoire dans le métier, ni de liens étroits avec d'autres figures publiques. Mylène Farmer n'appartient à aucune sphère sociale. Elle progresse dans une dimension alternative, presque immatérielle, où seule la création et sa mise en scène importent. L'artiste est omniprésente, l'individu s'efface. Cette mise en retrait n'est pas sans effet. À trop se barricader, on s'isole. À trop maîtriser, on perd en souplesse. Tout est alors rigoureusement codifié. Les entrevues, dans les rares cas où elles sont accordées, sont réglées au millimètre. Les réponses sont pesées, parfois empreintes de froideur. Aucun élan, aucune spontanéité décelable. La presse évoque alors une énigme, un mystère, et parfois même une certaine froideur. Mais ce qui est vu comme de la distance est en réalité une stratégie de survie psychologique. En effet, plus sa renommée s'accroît, la pression devient forte. Les admirateurs ne demandent plus seulement des chansons, ils exigent un contact, un échange, une parcelle de sa vie privée. Or, Mylène Farmer rejette cette forme de consumérisme émotionnel. Elle se donne entièrement, sur scène, mais ne concède rien en dehors. C'est un contrat tacite, mais formel. Cette rigueur absolue finit par l'isoler autant qu'elle la met à l'abri. Le cercle de confiance se rétrécit. Le monde extérieur prend des allures de menace imprévisibles. Chaque apparition publique est perçue comme un danger potentiel. Chaque mot dit peut être altéré, démesurément amplifié et retourné contre elle. Le silence devient alors moins un luxe qu'une véritable forteresse. Dans cet univers clos, plus infime brèche aurait des conséquences catastrophiques. Et cette brèche ne sera pas le fruit d'une interview hasardeuse ou d'un scandale médiatique. Elle naîtra d'un événement d'une brutalité extrême, imprévisible et totalement incontrôlable. Un événement qui va rappeler à Mylène Farmer que la limite entre l'artiste vénéré et l'individu exposé peut s'avérer mortifère. À compter de cet instant, le silence ne sera plus simplement une décision tactique. Il se transformera en une nécessité impérieuse, une question de vie ou de mort. Et ce qui n'était jusqu'à présent qu'un isolement délibéré va se changer en une fuite éperdue. Car en 1991, la célébrité cessera d'être une partie de la maîtrise qu'elle exerçait sur son image et sur le point de voler en éclats, révélant une facette obscure de la célébrité. Mylène Farmer s'apprête à apprendre, de la manière la plus brutale qui soit, que le véritable péril ne réside pas dans les mots prononcés, mais plutôt dans les fantasmes que les autres construisent sur le silence. L'année 1991 marque une rupture cataclysmique. Tout ce que Mylène Farmer s'était efforcée de maîtriser par une distance savamment orchestrée lui est soudainement et violemment arraché. Un individu dévoré par une obsession pour l'artiste fait irruption dans les locaux de sa maison de disques. Il réclame impérieusement de la rencontrer. Le verdict est un refus catégorique. Quelques instants plus tard, il exécute de sang-froid la réceptionniste. Une âme innocente, une victime indirecte de la renommée. L'onde de choc est considérable dans le milieu musical et médiatique, mais c'est pour Mylène Farmer que la déflagration est la plus dévastatrice. Pour la toute première fois, la ligne de démarcation entre la figure artistique et la brutalité du monde réel se désintègre. Il ne s'agit plus désormais d'une métaphore artistique ou d'une mise en scène pour un vidéoclip. La mort est là, concrète, insensée et définitive. Et ce décès porte une signature intolérable, il est inextricablement lié à son propre nom. La riposte de Mylène Farmer est aussi soudaine que radicale. Aucune conférence de presse, aucune communication officielle, par la moindre esquisse d'une justification. Elle s'évanouit, au sens le plus propre du terme. Elle se retire de la scène française avec une telle discrétion qu'on pourrait croire qu'elle n'en a jamais fait partie. Le silence, qui était jusqu'alors un instrument de contrôle, se transforme en un mutisme absolu et impénétrable. Au cours des semaines qui suivent, elle quitte le territoire français, cap sur Los Angeles. 4 années d'un exil choisi. 4 années sans la moindre apparition publique d'envergure. 4 années pour simplement survivre, à l'écart de l'implacable engrenage médiatique, à l'écart des pressions, à l'écart de cette adoration qui avait pris une tournure mortelle.
Là-bas, à Los Angeles, l'icône s'efface pour laisser place à une parfaite anonyme. Son existence y est simple. Elle peut de nouveau déambuler dans les rues sans que les regards se tournent sur elle. Elle renoue avec une discrétion qu'elle avait perdue depuis ses jeunes années. Cette retraite n'a rien d'un caprice de vedette ébranlée. Il s'agit d'une pure question de survie, d'un instinct de préservation fondamental. Car à partir de 1991, Mylène Farmer intègre une vérité essentielle. La renommée ne se limite pas à vous placer sous les projecteurs. Elle altère, elle dénature. Elle offre un canevas sur lequel certains individus projettent leurs propres fantasmes, leurs frustrations et leurs plus sombres obsessions, visant une personnalité qu'ils ignorent totalement. Et lorsque cette projection atteint son paroxysme, elle est capable de devenir létale. Cette tragédie bouleverse sa vision de l'existence. Auparavant, le silence était un instrument stratégique. Désormais, il se mue en une obligation vitale. Ce qui relevait jadis d'un parti pris esthétique dans l'isolement se transforme en un rempart protecteur. Elle renonce définitivement à toute tentative de rectifier la perception publique. Elle ne cherchera plus à apaiser. Elle se bornera à se mettre à l'abri. Pendant cette parenthèse américaine, elle écrit, elle observe, elle se rebâtit intérieurement, mais, par-dessus tout, elle réécrit les règles du jeu. Si un retour doit avoir lieu, il ne se fera qu'à ses propres conditions, encore plus rigoureuses, plus impénétrables et sans appel. Lorsqu'elle refait finalement surface dans le paysage musical français, l'effet produit est tout aussi saisissant. Elle est bien présente, toujours aussi magnétique, toujours aussi adulée, mais elle est devenue plus hors d'atteinte que jamais. Le signal envoyé est limpide. L'artiste effectuera son retour. La femme, elle, restera dans l'ombre. Ce comeback représente un point de non-retour. Les médias saisissent qu'ils n'obtiendront aucune concession supplémentaire. Les entretiens se raréfient davantage, les sorties publiques sont méticuleusement contrôlées. Chaque parole est sous-pesée, chaque pause est intentionnelle. Mylène Farmer n'aspire plus à être décryptée. Elle aspire à préserver son existence. Ce traumatisme de 1991 constitue la clé de lecture pour tout ce qui va suivre. La froide distance, le manque de justification, le rejet des normes contemporaines de la notoriété, les plateformes sociales superbement ignorées, les confessions proscrites. Rien de tout cela ne relève de l'orgueil. Il ne s'agit pas non plus d'une posture artistique jusqu'au boutiste. C'est la conséquence d'une terreur, une angoisse éclairée et cimentée par un événement indélébile. Dès cet instant, son silence perd son caractère énigmatique, devient un bastion défensif, une démarcation immatérielle mais que nul ne peut franchir. Et toute velléité de la transgresseur est désormais interprétée comme une agression en puissance. Cependant, ce que beaucoup ne saisissent pas encore, c'est que ce mutisme total ne signifie pas un effacement, mais bien une profonde métamorphose. Car en choisissant de se taire, Mylène Farmer ne s'éclipse pas. Elle modifie simplement son mode de communication avec le monde, une méthode qu'elle polira avec le temps jusqu'à ce qu'elle devienne sa marque de fabrique inimitable. Après 1991, Mylène Farmer ne renouera jamais avec l'expression publique conventionnelle qu'on attend d'une célébrité. Mais elle ne se cloître pas entièrement, elle adopte simplement un nouveau dialecte. Là où d'autres artistes se dévoilent à travers des entretiens, des confessions ou des autobiographies, elle investit un territoire différent. Celui de la création artistique, de la performance scénique, du symbole. Ses compositions musicales se font plus évasives, plus morcelées. Les paroles y sont lourdes de sens, mais se gardent bien d'être didactiques. Les thématiques de l'absence, du trépas, du dédoublement, de l'angoisse et de la rédemption y prédominent, sans aucun mode d'emploi. Elle ne narre pas les événements, elle en sème les indices. L'auditoire n'est plus un simple spectateur d'un récit, il est promu au rang d'interprète. Sur la scène, cette même logique prévaut. Ces spectacles ne sont pas des moments de communion conviviale, mais plutôt des cérémoniales, des productions réglées au millimètre où chaque mouvement est une chorégraphie calculée, chaque une présence parfaitement maîtrisée. Elle se montre puis s'éclipse, livrant une performance totale tout en gardant sa sphère intime hermétiquement close. Sa fragilité est palpable, évidente, à la limite de la souffrance, mais toujours présentée dans un cadre précis, jamais offerte à l'état sauvage. C'est précisément dans cette gestion que réside son authentique confession.
Mylène Farmer ne renie absolument pas ses fêlures, elle les sublime. Ce qu'elle rejette catégoriquement, c'est que le public puisse se les approprier. Elle n'attend ni pitié, ni même une analyse de sa personne. Elle instaure une barrière qui contraint au respect de tout, qui restera à jamais inexprimé. Cette décision se place en opposition frontale avec la trajectoire actuelle de l'univers médiatique. En cette époque dominée par les plateformes sociales, où l'étalage constant de soi est érigé en règle, son silence prolongé a des allures d'acte de rébellion. Son existence ne dépend pas du bavardage incessant. Elle ne se définit pas par les réponses qu'elle provoque. Elle se construit dans le désir qu'elle suscite, et ce désir alimente sa légende. En gardant la maîtrise sur ce qu'elle dévoile, elle oriente ce que nous pouvons fantasmer. Alors que la surabondance d'images rend tout ordinaire, sa discrétion volontaire élève et singularise. Chacune de ses présences publiques se transforme en un moment exceptionnel. Chaque parole qu'elle énonce acquiert une importance démesurée. Loin d'effacer l'artiste, le silence lui confère une profondeur accrue. De nombreuses personnes ont essayé de déchiffrer cette énigme. Rares sont celles qui y ont réussi, car il n'y a finalement rien d'autre à découvrir que ce qui est déjà offert. Mylène Farmer ne dissimule aucune vérité sulfureuse. Elle protège l'accès à sa personne, et cette distinction est fondamentale. Par cette attitude singulière, elle propose une nouvelle définition du concept même de l'épanchement artistique. Elle démontre qu'on peut s'offrir au public sans se mettre à nu, évoquer son vécu personnel sans en faire un récit biographique, et métamorphoser la souffrance en une œuvre d'art plutôt qu'en une représentation triviale. Ce que d'aucuns perçoivent comme une forme de distance glaciale est en vérité un contrôle absolu, une méthode pour préserver son autonomie dans un univers qui consume les individualités. En se soustrayant aux discours explicites, elle prévient toute simplification abusive, se dérobe aux catégorisations faciles et demeure insaisissable. Et c'est exactement de là que vient sa puissance. Car en optant pour cette réticence réfléchie, elle ne s'efface aucunement grand récit médiatique. Au contraire, elle s'en établit comme la conteuse cachée. Depuis plus de 40 années, Mylène Farmer contourne les conventions d'une industrie qui réclame l'intégralité de ses créateurs, leur voix, leur image, leur parcours, leur traumatisme. Tandis que de nombreux artistes se sont égarés. À trop vouloir se dévoiler, elle a pris la direction opposée. Elle a soustrait son individualité de la narration pour préserver ce qui compte vraiment, son art. Son mutisme ne constitue ni une dérobade, ni une marque de dédain envers ses admirateurs. Il représente une démarcation, une barrière protectrice, délimitée avec une conscience aiguë. Suite à une jeunesse marquée par le sentiment de ne pas être à sa place, après l'édification rigoureuse d'un personnage mythique et après le choc indélébile de 1991, se taire est devenu pour elle un moyen de conserver son intégrité, de demeurer vivante. Mylène Farmer n'a jamais exigé qu'on la comprenne. Elle n'a jamais tenté de rectifier les projections fantasmatiques que l'on a pu faire à son sujet. Elle a pleinement embrassé cette part d'ombre, persuadée qu'expliquer revient trop souvent à simplifier et donc à appauvrir. En rejetant un impératif de transparence, elle est parvenue à préserver toute sa complexité. En se gardant de la confession directe, elle a mis à l'abri ce qui ne saurait se résumer en une simple formule, ou se condenser dans une entrevue. Au sein d'un univers surchargé de visuels et d'aveux contraints, sa réserve fait l'effet d'une singularité. C'est justement cette singularité qui captive. Le silence se transforme alors en un véritable langage, une manière de communiquer sans jamais être entièrement saisie. C'est une façon d'être présente au monde sans pour autant être analysée sous toutes les coutures. De nos jours encore, elle maîtrise parfaitement ce que son public perçoit, écoute et éprouve. Elle ne met pas son intimité en pâture. Elle propose plutôt des éclats, des allégories, des affects savamment orchestrés. Cette décision ne relève pas d'une quelconque fragilité, mais constitue un geste d'indépendance absolue. Mylène Farmer n'est en rien une martyre de l'écosystème du divertissement. Elle en représente l'exception notable, l'une des très rares créatrices à avoir saisi que, dans certains cas, la puissance suprême ne se trouve pas dans le fait de s'exprimer, mais bien dans l'aptitude à se retenir. En effet, si de nombreux artistes rayonnent en pleine clarté, d'autres, à son image, exercent leur empire depuis la pénombre qu'ils ont eux-mêmes façonnée. C'est un fait.